Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, on continue la série de podcasts qui était donc destinée à mes étudiants. Mais encore une fois, vous êtes pleinement libre de venir, vous êtes les bienvenus ici si vous n'êtes pas des étudiants, bien au contraire. En plus, ça varie un petit peu puisqu'on change un petit peu le style d'œuvre évoqué sur la chaîne, donc c'est cool, et qui sont des œuvres importantes pour le coup. Puisqu'après, donc pour le coup, un genre avec le giallo, une figure avec le vampire, on va en venir à un film et un auteur, Pier Paolo Pasolini, avec Théorème, sorti en 1968, premier film de Pasolini qui prend place dans le décor de la vie bourgeoise, et film double dans une certaine mesure, puisque dans un premier temps il y a un théorème littéraire, si je puis dire, un livre, et dès lors ensuite dans la foulée, un théorème film. Donc on va essayer en tout cas de découvrir quelques pistes de lecture. En fait, l'idée c'est de vous donner simplement des pistes d'analyse, des pistes de pensée qui vous permettront de mieux appréhender l'œuvre, parce que c'est une œuvre très particulière, pas forcément simple, elliptique sur pas mal de points, assez décousue parfois, donc complexe à aborder parce que finalement assez conceptuelle, quand bien même justement elle veut vous ramener à quelque chose de plus viscéral, de plus originel, mais elle a quelque chose évidemment de très conceptuel, de très intellectuel, et c'est pas forcément facile d'y aller. D'autant plus que je vais passer par un petit peu l'analyse qu'en fait Deleuze, donc c'est d'autant plus pas très simple. Donc on va essayer en tout cas que ce soit assez clair, de pouvoir un petit peu dénouer les choses, donc je vais rester quand même malgré tout dans quelque chose qui n'est pas trop compliqué à suivre, je l'espère en tout cas. Bah écoutez, bon voyage, et puis à tout de suite, on continue, on arrive avec le synopsis, c'est parti. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Théorème, finalement ça va être très rapide parce que narrativement c'est extrêmement simple, mais c'est justement ce qui fait l'impact en fait global du film, et on va voir qu'en termes d'analyse il y a plein de choses à penser là-dedans. Ça raconte l'histoire donc d'une famille bourgeoise milanaise qui se retrouve confrontée à un inconnu qui est interprété par Terence Stamp. Alors un inconnu, un envoyé, c'est difficile pour l'instant, on va justement creuser un petit peu ça par la suite pour essayer de donner une identité à ce personnage étrange qui intègre la famille, dont on ne sait rien fondamentalement, et le film nous plonge directement dans cet état de fait que l'inconnu est présent dans cette famille, il semble la connaître, il semble déjà, enfin si vous voulez, les liens vont se tisser assez vite puisque fondamentalement par la suite, il va prendre contact de manière charnelle avec chacun des membres de la famille et avoir un rapport sexuel avec chacun des membres, à savoir donc la mère, le père, la bonne, le fils et la fille. Et à partir de là, dès lors, il va disparaître, et une fois qu'il va disparaître, ces personnages vont se trouver complètement perdus, et j'entends de manière existentielle, à tel point justement que progressivement la famille va se déliter. Et ça me permettra à terme, quand on aura terminé justement les éléments analytiques que je pourrais vous conférer, vous transmettre pour justement découvrir Théorème de Pier Paolo Pasolini, nous parlerons d'un petit, alors c'est juste une en ouverture, mais d'un film finalement de Takashi Miike qui s'appelle Visitor Q, qui est beaucoup plus récent puisqu'il date de 2001 si je ne me trompe pas, et dans lequel justement on a cette même idée de cet inconnu. Visitor Q est fondamentalement, si vous voulez, une reprise en fait du motif, on va dire, qu'a posé Pasolini dans Théorème, mais en inversant les choses, c'est-à-dire qu'on a plutôt une famille qui est à la base complètement explosée et qui va, grâce à l'inconnu, se reformer, si vous voulez, se resserrer, retisser les liens. Alors chez Takashi Miike, c'est autour du sein maternel, vous allez voir, c'est très particulier, j'en parlerai un tout petit peu à la fin, mais pour le coup c'est intéressant ce motif, qui est finalement très simple narrativement, et par contre d'un point de vue, si vous voulez, conceptuel, absolument passionnant, il y a des tas de choses à découvrir. Donc on va se lancer dans une analyse finalement très simple, non exhaustive, du film de Pasolini, pour que vous ayez, si vous voulez, des clés de lecture pour pouvoir le découvrir. Alors, dans un premier temps, il me paraît important quand même, pour ne pas dire nécessaire, de passer par l'explication du titre, ou en tout cas d'évoquer le titre, et d'en tirer des réflexions. Et pour ça, je vais m'intéresser justement à la lecture qu'en fait Gilles Deleuze dans son ouvrage L'image temps, et dans le chapitre là, Penser le cinéma. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Deleuze va distinguer le film de type problématique du film théorématique, ou qui a trait au théorème. Et justement, ce qu'il met en avant, c'est que le film Théorème n'est pas un film théorématique, donc qui relève du théorème, puisque de fait, le théorème en tant que tel pose, si vous voulez, des rapports internes à l'œuvre, tout se passe de l'intérieur, narrativement parlant, tout se passe à l'intérieur, et on travaille justement ces différents éléments internes qui vont s'entrechoquer et créer cet effet théorématique. Mais au contraire, le film, si vous voulez, de Pasolini est plutôt un film problématique, qui justement fonctionne par l'intervention d'un truc extérieur, d'éléments du dehors, d'événements du dehors, qui vont créer des ablations, des adjonctions, des sections, je reprends les termes de Deleuze, qui vont permettre justement de modifier l'état de fait de base. Donc c'est ce qui se passe évidemment dans Théorème, puisque vous avez cette famille, encore une fois, ce noyau familial, qui fondamentalement, au départ, paraît lié, dans une certaine mesure, mais qui va progressivement
par cet ajout du personnage qui est l'étranger, ou l'envoyé, ou l'inconnu qui va pénétrer son milieu familial, encore une fois un élément extérieur, créer cette explosion de la famille, par le biais justement, on a vraiment cette adjonction d'un élément supplémentaire qui va venir, pour dire très vulgairement, très grossièrement, foutre le bordel, en tout cas dans cette famille. Pour citer une autre œuvre de Pasolini que vous connaissez très bien, qui est Salo, dans Salo, ce que Deleuze ajoute, c'est que là on a un exemple plutôt de film théorématique, puisque finalement, Pasolini, dans Salo, il va mettre en scène non pas le fascisme en vie, si vous voulez, in vivo, mais le fascisme aux abois, qui est renfermé dans cette petite ville, qui est en train de mourir finalement, donc une pure intériorité. Donc là on a quelque chose de très théorématique dans le sens que je vous disais tout à l'heure, c'est encore une fois des rapports intérieurs que propose un théorème. Donc on est dans ce système qui est bloqué, et on a ce fascisme qui est en train de progressivement de mourir en fait, avec toutes les exactions atroces, abjectes qu'il y a dans Salo, ce qui le rend aussi traumatisant, mais qui de fait va poser cette idée que ce truc, ce recroquevillé ne fonctionne qu'en vase clos. Et fondamentalement, si vous voulez, ce qui va donner justement toutes ces images qui ramènent aux démonstrations de Sade qu'on trouve dans Salo. Donc si vous voulez, Salo, c'est un théorème qui est mort, qui est un théorème sur la mort, un théorème de la mort, tandis que Théorème, pour le coup, son film, est plutôt un problème vivant. C'est-à-dire que ce film, est de manière encore très simple, parce que je parle de manière très conceptuelle, c'est un film qui pose un problème, et qui fait vivre ce problème, en apportant justement tous les éléments extérieurs qui permettront de résoudre cette problématique. Alors ce qui est justement intéressant, c'est que dans Théorème, Pasolini va se poser un problème, va se donner un problème, et va envisager les différents cas de ce problème au travers des 5 membres de la famille. Et cet envoyé, ce type qui vient de l'extérieur, ce personnage de l'inconnu qui intègre la famille, va justement faire grossièrement l'effet de plan de coupe justement à chaque fois pour pouvoir justement montrer ces différents aspects de la société italienne, de la société milanaise. Alors on peut les décrire très simplement comme ça, pour résumer, vous avez la foi, qui est représentée justement par la bonne, qui elle pour le coup va entrer à la fin, vous avez ce plan où elle lévite, puisqu'elle revient dans son village natal, et puis en revenant dans son village natal, elle va commencer à faire des miracles, et elle va être pour le coup, elle va devenir l'idole de tous les membres de son village d'enfance. Vous avez l'art avec le fils, qui lui va se retrouver à s'enfermer, il va quitter la famille, puisqu'encore une fois cette famille va se disloquer, et va pratiquer son art dans cette sorte de baraque isolée, dans lequel il va faire des tas d'expérimentations, uriner sur la toile justement, entre autres, en bandant ses yeux, justement en créant cette possibilité artistique. Mais on reviendra un petit peu sur la question de l'art plus tard. La sexualité évidemment, avec la mère qui devient érotomane et qui va se prostituer de manière assez sordide. La névrose justement de l'amour familial qu'on va retrouver au travers de la fille, qui va terminer dans une sorte de paralysie hystérique et qui va se faire interner. Et la révélation sociale avec le renoncement à tous ses biens, à la possession qu'a le père, puisque le père est patron pour le coup, et à terme il va totalement se dépouiller. Alors autant qu'il va se dépouiller de son bien qu'est son entreprise, sa possession pure, mais il va se dépouiller d'absolument tout, puisqu'il va se retrouver à poil, à errer dans ce désert à la fin, et se retrouver vraiment totalement, encore une fois, dépouillé. Alors revenons à l'analyse que fait Deleuze de Théorème. Si vous voulez, le cinéma problématique, dont si vous voulez Théorème se fait l'incarnation, est le contraire du film à thèse par définition. Si vous voulez, il n'y a pas de thèse dans un film problématique, parce qu'un mathématicien, si vous voulez, n'a pas de thèse non plus à défendre. C'est juste une problématique, c'est ça qui me paraît très intéressant à poser. C'est un film qui n'a pas de discours, qui n'est pas discursif au sens strict du terme. Alors, moi c'est mon côté très personnel, là je vais faire vraiment rentrer ma subjectivité. Moi je trouve que le film parfois surligne un petit peu par le biais de ses rares dialogues des éléments discursifs. Mais à proprement parler, c'est pas un film du discours en tant que tel, c'est plutôt un film encore une fois problématique, qui pose des questions, qui expose les différents cas de ce problème comme je le disais juste avant, et qui à terme ne donne pas vraiment de réponse. Il va juste montrer à terme les atermoiements des personnages principaux, les atermoiements de ces différents membres de la famille qui se sera à terme complètement disloqués, et on va essayer de comprendre pourquoi justement il y a cette dislocation, et à quoi ça va mener. Et à terme on arrive avec quelque chose d'assez nihiliste en fait, puisque tout ça n'amène à rien finalement, au dépouillement total, et ça c'est vachement intéressant. Donc si vous voulez, l'envoyé du dehors, l'individu inconnu si vous voulez, c'est un automate, alors, c'est ce que dit Deleuze, physico-psychique, qui propose chaque cas du problème. Il est juste là pour mettre en avant, justement, mettre en exergue tous ces problèmes-là, et si vous voulez, encore une fois, c'est un plan de coupe, c'est ce qui va permettre de passer d'un problème à un autre, d'un aspect de la société italienne à un autre, et de poser ou de les mettre en problème. Et en cela, si vous voulez, le film n'est pas forcément facile d'accès, puisqu'il y a quelque chose dans l'enchaînement formel pur qui est très confus en fait. C'est ça qui le rend très étrange, c'est ce que d'ailleurs Deleuze met aussi en avant. C'est très étrange, il y a quelque chose de très beau,
mais évidemment il y a quelque chose de très décousu aussi, parce qu'il y a cette idée encore une fois d'évoquer, de manière peut-être un petit peu catalogue si je puis dire dans une certaine mesure, mais en même temps pas vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui lie, cet inconnu justement, il est cet élément mystérieux qui crée le plan de couple, qui crée une certaine fluidité dans cette présentation successive des différents aspects de la société italienne, et ce côté un petit peu catégorimatique si je puis dire, de la présentation de ces différents problèmes inhérents à la société italienne, m'amène, mine de rien, grâce à ces plans de coupe, grâce à ces ellipses, de me poser la question justement et de créer justement ce mystère, ce questionnement, qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé ici, comment ça s'est passé précisément. Évidemment, le film débute sur cette approche-là, en fait, de manière directe, puisqu'on vous balance dans ce flash-forward, directement enchaîné avec une autre séquence en noir et blanc qui ramène plutôt à l'arrivée, ce qui a permis l'annonce de l'étranger par ce personnage un petit peu étrange qui se met à danser devant la maison, où c'est la bonne justement qui l'accueille, et qui annonce l'arrivée de cet inconnu qui vient du dehors. Donc c'est assez marrant parce que là, pour le coup, on se retrouve dans deux séquences qui sont temporellement assez disloquées, et qui de fait vont amener le spectateur à se questionner, mais pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là, comment on est arrivé à ce que ce patron justement lègue absolument toutes ses possessions, enfin se débarrasse de tout ça, et immédiatement on bascule sur cette arrivée de l'inconnu, et ensuite on a encore une ellipse qui montre l'inconnu finalement plutôt déjà intégré en fait curieusement dans la famille. Il semble que voilà, il évolue assez naturellement dans cette maison, il a pris ses aises. Donc c'est très étrange en fait, vous avez ces sortes de sauts, ces ellipses, ces sauts temporels, qui font que c'est très compliqué en fait parfois de remettre un petit peu le puzzle en place. Et ça crée, si vous voulez, une sorte de vide diégétique qui vont être remplis finalement par le spectateur dans une certaine mesure. Mais ça crée une sorte de narration très étrange et pas forcément facile d'accès. Donc c'était intéressant, c'est que ce flash-forward ramène directement à cette idée de se dire en fait aux conséquences de la visite de cet envoyé, de cet inconnu dans la famille, puisqu'on est déjà sur les conséquences que son départ, par la suite, va causer dans la manière en tout cas dont le père va se poser des questions quant à sa propre existence, quant à sa possession, etc., et quant à ce qu'il va en faire justement, et quant à, dans une certaine mesure, justement, à cette futilité en fait de la possession. Évidemment, ça va nous ramener au paradigme qui est posé très très clairement en fait dès le début du film dans cette interview que fait le journaliste du père pour le coup. Alors, interview si vous voulez sur le vif puisqu'il sort en tout cas et il vient de balancer toutes ses possessions. On pose immédiatement en tout cas ce paradigme de la lutte des classes entre le bourgeois et l'ouvrier. Et cette idée que la bourgeoisie n'arrivera jamais, alors je ne fais que citer le film, la bourgeoisie n'arrivera pas à faire des hommes des bourgeois, la bourgeoisie change de façon révolutionnaire, si la bourgeoisie faisait de l'humanité une bourgeoisie, elle n'aurait plus à triompher d'une lutte des classes, ni avec l'armée, ni avec l'église, ni avec la nation. Chose au passage qu'on retrouve dans cette famille, je parlais tout à l'heure de la religion, etc., qu'on retrouve comme étant un aspect du problème italien, et sans ses alliés, pour continuer la citation du début, naturelle, elle perdrait la lutte. Vous voilà devant des données toutes neuves, vous devez me répondre. Et immédiatement, justement, c'est intéressant, c'est que ce journaliste pose le problème, en fait, immédiatement. C'est-à-dire que, de manière extra-diégétique, si vous voulez, le journaliste pose déjà la question, vous pose la question à vous, tout en posant, de manière intra-diégétique, la question au père. Alors, autre chose de très important aussi, le désert, qui sont des plans qui interviennent très régulièrement dans le film. Vous le voyez dans le générique, vous le voyez à la clôture du film, donc si vous voulez, ce désert est très important parce qu'il ouvre et il ferme le film, et après, si vous avez cette évocation qui est extrêmement régulière dans le film, alors qui ramène indéniablement à ce côté originel, à ce désert aride où il n'y a rien du tout, il ramène rien dans une certaine mesure à ce côté très nihiliste qu'est le film à terme, de retour au rien, de débarrasser d'absolument tout, à plus forte raison puisque la bourgeoisie, encore une fois, c'est ce cadre très très dans la possession d'objets, dans la possession matérielle, et qu'on va se retrouver dans cette côté originel, presque mythologique, il y a quelque chose du mythe originel, dans lequel finalement il n'y a plus rien, plus de possession. On est dans la nature, si vous voulez, c'est un retour à la nature, un retour au monde premier, et qui va justement être amené, encore une fois, par l'exercice, par la rencontre, par l'exercice problématique que va amener cet étranger, cet inconnu. Alors ce plan du désert, finalement, c'est une vraie récurrence, il scande vraiment le film, si vous voulez, il est très souvent au passage... on pourrait dire majoritairement lié au père, justement, puisqu'à terme, c'est le père qui finit errant nu dans le désert et criant son désespoir. Donc dès le début, c'est vu assez clairement, puisque dans les deux séquences en noir et blanc, ça intervient la première fois juste après le visage du père, et puis une seconde fois avant celui du fils, puis avant l'amour, si vous voulez, avec la bonne. On a un quatrième plan du désert qui va intervenir juste avant l'amour avec le fils, puis au lever au matin du père, lorsqu'il va faire lire l'envoyé.
Puis on a un plan très long, si vous voulez, lors de la grande séquence, si vous voulez, de la lecture du livre de Jérémie, avant le départ de l'envoyé, qui va susciter un petit peu toutes les conséquences qu'il va y avoir quand ces gens vont se retrouver complètement abandonnés par cet inconnu. Et si vous voulez, vous avez une huitième vision du désert. Alors si on enlève effectivement le générique, qui est celle du père qui erre après s'être déshabillé dans la gare et qui part justement et qui hurle. Ainsi, si vous voulez, on a 8 occurrences et donc 5 qui sont liées au père, donc c'est important, et à terme en plus, puisque c'est le final, le climax avec le père qui erre dans ce désert. Vous en avez 2 qui sont liés au fils et 1 qui est lié à la bonne. Donc l'idée finalement est très simple, c'est un retour à un monde premier, à une certaine animalité. Dans une certaine mesure, si vous voulez, on a vraiment ce côté de dépouillement, encore une fois, de cette bourgeoisie qui repose sur le bien, sur la possession, et qui va retourner à un état préculturel, en fait, qui est un état de fait naturel, si vous voulez. Donc on a à ce retour-là, un retour à un état de nature, un état premier, un état mythologique, puisque de fait ça ramène irrémédiablement à la religion, et ça on va revenir un petit peu plus tard. Si vous voulez, ce qu'apporte l'intrus, l'inconnu, l'envoyé. Et encore une fois, c'est très compliqué de poser l'envoyé, parce que envoyé par qui, ça c'est un vrai questionnement aussi. Mais si vous voulez, Terence Stamp a un côté, a un jeu très angélique, il a un physique très angélique. Donc par qui est-il envoyé? Est-il un ange? Est-il quelque chose, pourquoi pas démoniaque, en tant que tel, une instance ou une itération démoniaque? C'est à voir, mais on joue plutôt sur son côté angélique, qui va amener justement la destruction, si vous voulez. Donc l'envoyé, il va apporter quelque chose qui est de l'ordre de la destruction totale, il va anéantir tout ce qui, chez chacun des personnages, c'était l'image en fait que tous les personnages se faisaient d'eux-mêmes, en fait, qu'il va anéantir, qu'il va détruire, et en résulte ce désespoir absolu, cette perte totale dans leur existence, puisque en fait tout ça n'a plus de sens à terme. On se rend compte, et ce dépouillement en fait réside du fait qu'on se rend compte à terme que la vie n'a aucun sens. À quoi ça sert d'accumuler tant de biens? À quoi ça sert de faire ce qu'on fait si tout ça n'a strictement aucun sens? Donc si vous voulez, toute cette image qu'on se fait de face, qui est une image très pragmatique, très utilitaire, va disparaître, puisque dès lors qu'ils ont un sens qui va être accordé à leur vie, qui va être donné à leur vie par l'apparition de cet étranger, qui va devenir leur sens, quand ce sens disparaît, alors on est complètement perdu, il ne reste plus rien qui puisse me permettre de réintégrer mon identité, l'ordre qui était là préétabli à l'avance, qui semblait si simple et si naturel, alors qu'il de fait il ne l'est pas, puisqu'on retourne à un état naturel derrière, l'avenir et la possession. Donc si vous voyez, il n'y a plus rien. Cet ange étrange, cet envoyé, cet intrus, cet inconnu, va me faire prendre conscience, ou va faire prendre conscience au personnage qu'il n'y a rien en réalité. Et qu'on ne peut rien réintégrer, ce système-là qui était là, présent avant, mais qui a été complètement détruit par l'arrivée ou par la visite de cet étranger, et ben finalement, on ne peut pas le réintégrer. Et cet ordre, cet avenir, cette possession, c'est foutu, ça sert plus à rien, ça disparaît, c'est anéanti. Alors le désert, évidemment, ramène à une imagerie fondamentalement religieuse, à plus forte raison, puisque souvent ces séquences sont accompagnées, si vous voyez, de la musique du Requiem de Mozart. Ça peut évoquer évidemment le désert dans lequel va errer le Christ pendant 40 jours, ça peut ramener évidemment à ça. Mais si vous voulez, il n'y a pas cette tentation non plus au sens diabolique du terme, parce que, encore une fois, le personnage de Terence Stamp, il n'est pas démoniaque, il est beaucoup plus ambigu. Ça serait poser quelque chose d'assez manichéen, en fait, de dire qu'il y a quelque chose à la fois d'ange et de démon. Il a ce qui est plutôt angélique, et c'est ça qui est intéressant, parce que ça crée une vraie ambiguïté, ça crée une vraie ambivalence autour du personnage, dans la mesure où finalement ce qui révèle chez les personnages d'un premier temps, le fait d'aller coucher avec chacun des membres du personnage, leur offre quelque chose, il leur offre fondamentalement quelque chose, il leur offre un sens, et qui de fait va totalement disparaître dès lors en fait qu'il va disparaître lui. Donc si vous voulez, il y a quelque chose, ça évoque plutôt dans une certaine mesure, puisque c'est cité en off, si vous voulez, durant le générique, le désert du Sinaï, vous avez cette citation-là, qui est entendue en off, et Dieu conduisit son peuple au désert. Donc si vous voulez, associé au hors-champ de la scène d'amour entre l'envoyé et le père, le texte biblique du livre de Jérémie qu'on va revoir, qu'on va entendre en fait assez longuement, ce qui va être énoncé lors de la longue séquence du désert. L'envoyé, si vous voulez, est un ange, fait l'évocation également de la crucifixion. Vous avez le triptyque de Francis Bacon qui est là aussi. Donc, vous avez énormément d'éléments qui ramènent évidemment à une imagerie religieuse, de fait, au christianisme. Mais en même temps, si vous voulez, le film se veut évoquant des éléments, mais n'est pas un film justement qui fait du prosélytisme du tout, qui est manichéen en posant cette idée du mal et du bien du tout. C'est beaucoup plus ambigu que ça, dans la mesure, encore une fois, où cet ange étrange, qui vient d'on ne sait où, qui est envoyé par on ne sait qui, va faire découvrir non pas quelque chose qui est de l'ordre du mal, en les tentant, en les amenant justement à la sexualité, sur le terrain de la sexualité, qui est plutôt quelque chose
puisque cette petite bourgeoisie est montrée comme étant un petit peu gangrénée par un certain puritanisme, etc., par une retenue continuelle, il va les ouvrir à quelque chose. Et pour le coup, cette idée de la libération sexuelle est très très positive en fait. Il n'y a pas de problème, c'est un film de la libération sexuelle, il faut quand même le poser, on est en 68. Donc indéniablement, il y a cette idée de libération sexuelle. Donc la tentation n'est pas prise comme une tentation démoniaque du tout. Au contraire, c'est une tentation qui est extrêmement libératrice. Et dès lors que justement on va plus pouvoir satisfaire ça, qu'on va retourner dans ce qui pourrait être une routine, bah c'est terminé. Encore une fois, on a perdu ce sens-là. L'envoyé était là, encore une fois, de manière très éphémère, et dès lors qu'il disparaît, bah, tout sens disparaît. Pour un petit peu creuser dans ce sens-là, si vous voulez, Théorème, c'est une profession de foi, mais à plusieurs niveaux. Une profession de foi dans la modernité du cinéma, c'est une fable mathématique qui peut être lue comme une fable catholique, et l'envoyé, si vous voulez, du dehors, cet étranger, interprété par Terence Stamp encore une fois, c'est grossièrement le Christ qui révèle l'étendue possible de l'amour sur Terre. Et si vous voulez, le film révèle un petit peu pas mal d'éléments, dont l'insuffisance, si vous voulez, du monde bourgeois, des apparences. Et c'est dans ce motif, si vous voulez, fondamentalement catholique de la traversée du désert, que la famille, si vous voulez, de manière nihiliste, va être entraînée vers ce monde originaire, sur lequel, si vous voulez, les nouvelles sociétés pourront peut-être se reconstruire. Il y a quelque chose, si vous voulez, dans une certaine mesure, même si c'est plutôt un mouvement inverse finalement à ce qu'on trouve chez Nietzsche, de transvaluation des valeurs, en tout cas, c'est-à-dire qu'on a un retravail des valeurs. On va tout saper pour refonder des valeurs par-dessus. Alors évidemment, chez Nietzsche, on parle plutôt, si vous voulez, des valeurs chrétiennes et platoniciennes qu'il convient de détruire parce qu'elles ne sont plus en adéquation avec le monde dans lequel on vit. Et il va falloir changer ces valeurs pour qu'elles soient de fait plus en adéquation avec le monde dans lequel on est. Là, on est plutôt à un retour des valeurs originelles. Donc si vous voulez, l'envoyer en aimant tous les membres de cette famille, en leur, encore une fois, en distribuant cet amour, en le partageant, c'est même mieux que distribuer, en partageant cet amour, va révéler justement des forces archaïques qui vont rendre finalement caduques, complètement vaines et sans intérêt, leur vie bourgeoise pleine d'apparence. C'est-à-dire qu'il va grossièrement se substituer à un sens illusoire qu'ils avaient de l'existence, et il va se révéler être le sens finalement, et dès lors qu'il va disparaître, il n'y a plus rien à substituer à cela, et c'est le vide. Et à partir de là, si vous voulez, chacun des personnages va se perdre dans les méandres de ce vide existentiel. Le personnage, par exemple, d'Emilia de la Bonne, qui va se trouver à faire des miracles dans son village d'enfance, qui à terme ne va tirer aucune joie de cela, va se retrouver à demander à une amie de l'enterrer vivante en laissant juste ses yeux transparaître, pour y voir peut-être une hypothétique source de larmes qui ramènerait à quelque chose, encore une fois, d'émotionnel, et qui ramènerait un sens, encore une fois. La mère qui va se condamner, elle, définitivement, à une sorte de prostitution assez sordide et mécanique, dans la recherche de quelque chose, dans la recherche d'un sens, d'une émotion, d'un plaisir aussi, mais rien. La jeune fille, la fille, va se retrouver dans un état de catalepsie qui va l'amener irrémédiablement à se faire interner. Alors vous avez Pietro qui est le frère qui s'en sort, qui survit, si on peut dire, grâce à l'art, comme catharsis dans une certaine mesure, qui va donner ou qui va lui offrir une réponse à ses angoisses, mais pratique, qui va s'avérer complètement absurde en fait de l'art. Mais ceci dit, ça va être une réponse, et encore une fois, ça va être un but, un objectif qui va pouvoir s'offrir, et qui va le maintenir en vie, qui va lui permettre de faire face à cette angoisse existentielle colossale qui va se déverser devant lui dès lors que l'envoyé aura disparu. Et le père, évidemment, qui va terminer justement en errant dans ce désert et en s'étant débarrassé absolument de tout, puisque lui avait tout de fait d'un point de vue purement matériel, dans ce confort, cette vie sociale encore une fois vaine, sans intérêt, il va s'en rendre compte et va se dépouiller d'absolument tout, pour se rendre compte que finalement il se retrouve face à ce vide absolu qui va l'amener justement dans ce désert à hurler son désespoir face à ce vide, face à cette absence de sens, face à cette vie finalement qui n'a strictement plus rien à lui offrir. Donc finalement, à terme, c'est relativement simple, l'idée c'est de dire que cet envoyé, il va venir détruire un petit peu ce qui fait toute la sûreté, tout le confort fondamentalement illusoire de cette société milanaise. Alors quel que soit au passage la classe sociale dans laquelle vous êtes, que vous soyez bourgeois, prolétaire ou paysan, finalement, il y a encore une fois cette idée totalement nihiliste de faire exploser tous les cadres, parce que quelle que soit votre place, finalement, vous en avez une, donc vous avez un sens, vous avez un objectif à accomplir. Là, l'idée, c'est que l'envoyé va tout détruire, va vous ramener encore une fois à quelque chose de plus archaïque, de plus viscéral, très libérateur fondamentalement. On est en 68, c'est pas anodin. Il faut me libérer de ce carcan fondamentalement, et c'est ça que le film fait en fait, c'est ça que fait l'envoyé, c'est qu'il libère d'un carcan, mais en libérant de ce carcan, de fait, si vous voulez, c'est le côté un petit peu angoissant, terrifiant de tout ça, c'est de dire il y a plus rien en fait, si ce n'est potentiellement la liberté évidemment, mais la liberté
sans rien comme ça, dans le vide, c'est terrifiant. Et c'est ça finalement qui va créer, c'est terrifiant et peut-être nécessaire au passage, ça cette idée-là, c'est que c'est fondamentalement nécessaire, mais c'est ça qui est à la fois terrifiant, c'est de se retrouver face au vide, sans ce confort encore une fois illusoire, sans ces cadres, sans ces normes qui finalement nous rassurent, quelle que soit notre place dans la société. Et pour terminer justement en guise d'ouverture, je vous conseille de découvrir dans la foulée Visitor Q, alors attention pour un public très averti, si vous avez le courage, mais qui est relativement intéressant dans la mesure finalement où il reprend un motif narratif, un motif conceptuel, parce que c'est même plus que de la narration, c'est un concept théorème. Il va retravailler ce concept-là, mais l'inverser dans une société complètement différente. Là où on était dans la société des années 60, fin 60, pour le coup 68 pour être plus précis, dans le théorème de Pasolini en Italie, à Milan, donc quelque chose de très très précis. Là, si vous voulez, Takashi Miike, auteur notamment d'Audition, entre autres, pour prendre certainement son meilleur film, très très grand film d'horreur, il va prendre pour le coup le contre-pied, justement en nous plongeant dans une société tokyoïte complètement perdue, à la dérive, dans une famille qui de fait, elle aussi est complètement perdue et à la dérive. Chaque membre de la famille, si vous voulez, est taraudé par ses névroses, torturé, cède à ses névroses de fait, et ce qui crée une sorte de dislocation de la famille, là où on termine sur la dislocation à terme dans Théorème. Là pour le coup, la dislocation c'est le départ. Vous avez un père qui est une sorte de journaliste raté et sensationnaliste, qui de fait va se retrouver à coucher avec sa fille, qui elle se prostitue, la mère est toxicomane, le fils bat sa mère. Donc vous avez tout un tas de névroses comme ça qui sont concentrées avec cette famille qui ne se croise jamais. Et un jour, le père, pour le coup, dans la rue, va rencontrer un étranger, un type, au sens un type étrange, vraiment, qui a une sorte de grosse pierre à la main et qui va venir frapper le père. Et dès lors, le père, quand il va reprendre conscience, va inviter cet étranger à manger chez lui. Et il va foutre un sacré bordel dans la famille. Mais ce bordel va finalement ramener à ce que cette famille japonaise, que Miike décrit encore une fois comme étant complètement disloquée, éclatée, sans lien, va retisser du lien. À travers justement un retour à quelque chose de très originel, encore une fois, de manière extrêmement sordide, glauque. On est chez Takashi Miike, même si encore une fois Takashi Miike dit que c'est une comédie de mœurs. Ça a été tourné à caméra DV en je crois 7 jours, donc c'est vraiment un truc très court, très expérimental dans son approche, mais ça en fait quelque chose d'une sorte d'objet filmique très étrange. Encore une fois, il faut avoir le cœur bien accroché, parce que Miike se permet des saillies gore à des moments, il va passer par la scatophilie, la nécrophilie, enfin il va très 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 loin. Alors c'est très provocateur. Je dis pas que ce soit aussi efficace que ce qu'on a chez Pasolini, parce que c'est too much. D'ailleurs pour moi, il est évident que ça base ses théorèmes en termes, si vous voulez, conceptuels, mais toutes les atrocités qu'on peut voir dedans, toutes les abjections qu'on peut voir dedans, c'est évidemment ce qu'on trouve dans Salo. Donc je pense qu'il y a vraiment une inspiration de Pasolini dans sa globalité, et c'est un film vraiment très étonnant, et qui traite la famille de manière extrêmement, encore une fois, malsaine, en jouant sur le côté dysfonctionnel. Et le terme, si vous voulez, qui est censé être une happy end, justement, où tous les personnages vont se retrouver dans cette maison, alors autour du sein maternel, pour le coup, puisque vous avez tout ce fantasme très japonais de ces femmes qui déversent des hectolitres de lait par leur sein, et avec tout le fétiche sexuel très bizarre qu'il y a avec ça. Vous avez une scène de nécrophilie avec des trucs un peu scatophiles dedans, c'est très 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 bizarre, mais finalement ça va regrouper la famille, parce qu'à partir de tous les crimes qu'ils vont commettre fondamentalement, parce qu'il y a aussi une sorte de meurtre, etc., la famille va s'entraider. Vous avez toute cette séquence à la fin où le père qui fantasme sur sa collègue de travail, il va la tuer, il va coucher avec post-mortem, et il va se retrouver coincé à l'intérieur, eu égard à la rigidité cadavérique qui advient relativement vite. Eh bien, il va se retrouver à ce que toute la famille va l'aider à essayer de s'extirper de ce truc. Donc c'est très bizarre, c'est vraiment extrême. Il y a un côté, encore une fois, sale gosse, c'est un peu bête et méchant, mais à terme, il y a encore une fois cette idée d'écho à Pasolini qui est assez intéressant, et qui, encore une fois, moi, me ramène aussi beaucoup à Salo, dans l'imagerie glauque, sordide, malsaine, et qui va très très loin et très dérangeante, notamment en termes d'image, parce que le film est très démonstratif, très graphique. C'est un film quand même intéressant à découvrir, encore une fois, comme écho au théorème de Pasolini. Donc voilà, l'idée c'est de faire un tour un petit peu non exhaustif du film, tout en vous donnant en fait l'envie de le découvrir avec cette piste d'analyse, avec surtout un petit peu de Deleuze pour le coup, pour pouvoir poser un petit peu quelques éléments conceptuels dans ce film, de fait qu'il est très conceptuel aussi. Quand même, justement, l'idée c'est de se détacher de ça et d'arriver à quelque chose de plus originel et de fait de plus viscéral, de plus émotionnel, mais ça reste un film qui est très conceptuel, qui est un vrai exercice problématique, pour le coup, comme on le disait au début. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu votre lanterne sur le film. J'espère que cette
petite vidéo vous aura plu. Et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, puis je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut!